Bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 8e podcast de la chaîne de GMK. Un podcast un petit peu particulier puisque j'ai rencontré la semaine dernière Julien Louis, auteur de Blog du Kiné. Et au lieu de faire une discussion un petit peu à sens unique, nous nous sommes l'un et l'autre posé des questions de manière à faire un ECA, donc un entretien contrôlé, en mise en aveugle. Nous avons écrit les questions de chacun de notre côté, nous avons transmis à un assesseur, Alexandre Kubicki, qui a classé les questions et qui nous en a ajouté des nouvelles. Ça parle kiné, syndicat, ordre, formation, patient, traitement et un peu de sociologie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, nickel. On peut. Déjà, on peut traquer. À ta bonne santé. Santé. Tu démarres, je démarre. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast un petit peu particulier, en tout cas on peut dire cette vidéo un petit peu particulier, puisque on a eu tous les deux l'idée de se faire un interview croisé un peu particulier. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Et oui, alors du coup, on a décidé de se poser des questions mutuelles, de faire une double interview. Par contre, c'est une interview presque en double aveugle, parce qu'on n'a pas connaissance des questions que va nous poser notre interlocuteur, et on a demandé à notre ami Alexandre Kubicki de faire l'ordre des questions et de dispatcher les questions pour que ça ait une petite cohérence générale. Voilà, donc on y va, on va faire juste un tout petit peu de place sur la table. On a les clémentines. Un petit peu de... Donc on boit une Elixir qui est une bière locale. Locale, dijonnaise. Et du coup, c'est à moi de démarrer, donc je vais commencer par vous présenter Julien. Alors, j'ai pas pris de notes, je vais essayer de le faire par cœur. Bien. Tu es kinésithérapeute depuis 2008. Oui. Tu es ostéopathe depuis 2013. Oui. Tu as fait pas mal de formations, et celle où je pense pas trop me planter, tu es en train de faire Mackenzie. Oui. Donc tu viens de passer le B, je crois. Oui. Tu t'es formé à clinique coureur. Oui. Tu as une appétence pour tout ce qui est course à pied, Oui. que ce soit au niveau professionnel Et personnel. ou personnel. C'est ça. Tu fais des trails de grands malades. C'est ça. C'est ça. Ouais. Tu travailles en libéral, du coup, avec un travail plutôt assez généraliste. Ouais. Tu suis actuellement un Master 1 à Pas. Exact. Tu t'intéresses, entre autres, en plus de ça, à des questions plus sociétales, philosophiques, qui ne t'intéressent pas qu'à la kiné. Et puis, et surtout, tu es donc créateur et animateur de Blog du Kiné, Exact. qui est très connu sur les réseaux. Tu es également créateur et vice-président de la SPB. Exact. Et tu es également au bureau des interphysios. Exact aussi. Ouais. Et donc, ça t'arrive de donner des cours et tu participes à certaines conférences où tu as participé. Ouais, exact. Genre interphysio, Oui. CIFEPK, CIFEPK Avenir, oui. Avenir. SPB. SPB, oui. Voilà. Sur le genou du coureur. Et militant professionnel, je pourrais dire, et Ouais, assez actif sur les réseaux, et voilà. On essaye. J'ai bon. Ouais, c'est pas mal. D'où l'importance de bien remplir son LinkedIn. C'est ça, exactement. Ok, alors à moi de présenter Mathieu. Bon, ça va être peut-être un peu plus facile parce que tout le monde le connaît. Mathieu, tu as 34 ans. Bien. Tu es kinésithérapeute libéral à 3 actuellement. C'est ça. Tu as un petit faible pour les problèmes d'épaule, C'est ça. le whisky Ah oui, également. aussi. Mais ça, c'est plutôt que la partie émergée de l'iceberg, car tu es également enseignant en formation initiale, C'est ça. au moins à Dijon et à Belfort. Ouais, c'est Et ça. Je crois que tu en fais à Paris aussi. À Paris aussi. Ok. Formateur en formation continue, Mhm. notamment à GEMK, Ouais. que tu co-gères, Oui. GEMK, organisme de formation. Et surtout, il paraît que tu sais jouer du piano. C'est vrai. Voilà. Tu composes des thèmes musicaux pour des jeux vidéo C'est vrai. aussi. Et il semble qu'au niveau loisir, tu te serais récemment mis à la course à pied. Paraît-il. Ok, Bah, dis donc. voilà. C'est bien. Juste, si je peux remonter pour la petite histoire, parce qu'au début on s'était dit on va faire un interview en courant, mais en fait techniquement c'était un peu compliqué, puis j'avais peur que tu me mettes à l'amende, donc... Ouais, pour courir, c'est la météo. Ouais, c'est ça, c'est la météo. On fera ça cet été. Ok, bah super. Juste, et donc du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous lire les feuilles que Alexandre a eu la gentillesse de classer, enfin il a classé les questions, et donc ça va être un aller-retour, et on sait pas trop où on va. Il a Donc, glissé quelques questions visiblement. Voilà.
Donc, je crois que c'est à moi ou à toi de commencer. Je crois que c'est à toi de commencer. Alors, nous sommes 2 masseurs kinésithérapeutes diplômés depuis une dizaine d'années. Nous allons commencer par donner 3 mots-clés pour définir notre profession. Et Julien commence par un premier mot-clé. Alors, le premier mot-clé auquel je pense pour la profession, ce serait raisonnement clinique. Ça fait 2, ça. Ouais. Moi, je dirais autonomie. Ok. Sur le deuxième, j'ai mis relation thérapeutique. Moi, je dirais défi. Ok. Et sur le troisième, j'ai mis changement à venir. Ah, moi, j'ai hésité sur le troisième, j'ai mis optimisme quand même. Optimisme, c'est pas mal. C'est une belle... Ok. Et alors, la question, c'est pour poser l'ambiance, quand aimeriez-vous que votre métier s'appelle dans le futur? Il faut qu'on réponde en même temps. Ok. Donc, on fait 1, 2, 3 réponses. Kinésithérapeute. Physiothérapeute. Pas mal. Bon, ok, ça marche. Ok, donc... T'as bien commencé, je crois. Bande de progressistes, allez, commençons pour de vrai. Donc, première question. Tu es ostéopathe? Oui. Tu es kiné? Oui. Tu es apprenti mécaniciste? Oui. Au final, tu travailles comment? Est-ce que parfois tu frôles pas la schizophrénie? Pas loin. C'est extrêmement difficile en étant honnête intellectuellement, enfin en tout cas en essayant d'être honnête intellectuellement, déjà de ne pas mélanger, on va dire, les formations. Moi, je trouve que comme définition, c'est assez facile de dire voilà, la kiné, c'est ce que j'ai appris en kiné, l'ostéo, c'est ce que j'ai appris en ostéo, et le Mackenzie, c'est ce que j'ai appris en Mackenzie. Et du coup, par exemple, en ostéo, j'ai énormément approfondi l'anatomie, ce que j'avais pas fait en kiné, et du coup, j'ai l'impression d'avoir bien grandi en kiné, en ostéo, grâce à l'apprentissage de l'anatomie. Donc, donc c'est assez facile, en séparant comme ça, c'est assez facile de se cacher derrière des choses. Mais non, concrètement, Mackenzie que je fais récemment, j'avais pas vraiment conscience des problèmes, des syndromes de dérangement. Voilà. Et du coup, c'est des choses que j'approche vraiment beaucoup plus, même pendant les séances d'ostéo. D'accord. Et ça m'a vraiment aidé aussi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une formation, ça nourrit la formation d'avant. Donc c'est assez rigolo. Mais oui, effectivement, on peut être schizophrène si on est trop, si on sépare trop les choses au jour J, c'est compliqué de... D'accord. Et tu pratiques l'ensemble Je pratique l'ensemble et du coup, j'utilise des choses que j'ai appris en formation ostéopathie avec mes patients en kiné. J'utilise des choses que j'ai appris en Mackenzie pendant mes séances d'ostéo. Voilà, j'utilise pas mal sur les consultations de première intention, pas mal de choses, même pour la kiné, même pour Mackenzie, des choses que j'ai appris en ostéo. Du coup, je trouve que ça se nourrit un petit peu. Ok. Pas mal. Ok, et ben en fait, je vais te retourner la question. D'accord. Pas de schizophrénie de ton côté? Eh ben, des fois, c'est pas évident, mais moi, c'est marrant, j'apprends pas les choses pareilles. Peut-être que je suis un peu schizophrène. Parce que ce que je fais, c'est qu'en fonction du patient qui m'arrive, peut-être par expérience, peut-être à tort, je vais choisir un courant. Moi, j'ai fait ostéopathique, je pratique plus en fait. Je travaille suivant la thérapie manuelle orthopédique concept Maitland, mais j'ai fait aussi du ski, j'ai fait une thérapie manuelle plutôt axée ostéo. Et du coup, en fait, je fais aussi un peu de Mackenzie, même si j'ai pas fait la formation. Voilà, j'ai lu des bouquins, puis voilà, donc c'est pas du vrai. Mais... Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand je vois un patient arriver, j'essaie d'établir son profil, comment il répondra au traitement, et je choisis en fonction comment je vais travailler, pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte qu'au début j'essayais de tout mélanger, et en fait je devenais de plus en plus mauvais, j'y arrivais pas. Donc maintenant ce que je fais, c'est que la plupart du temps je pars en TMO, et par exemple si le patient veut un traitement en chaîne par exemple, je suis capable de lui fournir, bien sûr moins bien, donc souvent j'essaie de lui dire vous voulez pas aller voir un spécialiste, mais s'il veut rester avec moi, j'essaie de me transformer en chaîniste du coup. Donc c'est la solution psychologique que j'ai trouvée pour pouvoir tenir. Ok, donc voilà. Un peu schizophrène. Un peu quand même. Alors, question. Libéral ou salariat? Quel est ton point de vue sur la question? Tu veux dire quant à mon exercice ou par rapport à l'avenir de la profession ou... Eh ben, déjà par rapport à ton exercice. Et puis, pourquoi éventuellement t'as choisi ça du coup? Ok. Moi j'ai plutôt une appétence pour l'autonomie, pour l'exercice plutôt tout seul. Je pense que je suis pas très bon en management ou en travail d'équipe. Et du coup je dirais plutôt libéral. En revanche, tu veux goûter l'anglais? En revanche, je suis plutôt par rapport au salariat, ça regroupe plein de choses, j'allais dire qui relèvent un peu de l'utopie, mais je rêverais de travailler en équipe pluridisciplinaire, que le patient soit pris en charge par tout
tout un tas de gens qui sont autour. Enfin, sur le principe, c'est très bien. Et en fait, je crois que j'y vois un peu trop les mauvais côtés. Le travail en équipe, le fait d'être sous-payé, avec les potentiels conflits, l'état du milieu hospitalier actuellement, si on parle du milieu hospitalier. Du coup, j'y vois pas mal de défauts, mais en même temps, c'est facile parce que je suis dans mon cabinet libéral et du coup, je vois ça de loin. Donc voilà un peu comment. Après, libéral, il y a des points négatifs peut-être. Il y a aussi des points négatifs qui sont ceux de travailler plutôt tout seul, d'être obligé de ramer pas mal pour faire avoir des consultations pluridisciplinaires, avoir des patients qui peuvent errer un petit peu sans qu'on prenne en charge globalement leurs problèmes. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont des points négatifs. Les horaires de travail, les paperasses, quoique je crois qu'en salariat, les paperasses, ils ont leur dose. Oui, c'est vrai aussi. On manque de pause café avec des gâteaux le matin. C'est vrai. Voilà, il y a tous ces aspects-là du travail en équipe qui est sympa quand même. Ok. Donc, voilà. Et ben, pour ma part, j'avais une petite question. En fait, pour moi, c'est extrêmement important les échanges interprofessionnels. Donc, ce qu'on fait là actuellement, ça peut être des apéros entre collègues, ça peut être des conférences le soir en semaine, des choses comme ça. Et je pense que ça contribue à l'amélioration de nos pratiques. Est-ce que toi, tu as souvent l'occasion d'échanger avec d'autres confrères en dehors du cadre de la formation ? Comment on peut faire là ? Ouais, alors j'ai la chance d'avoir GMK. Déjà, ça me permet aussi de redire que ça va être hébergé par GMK, j'ai des conflits d'intérêts, donc comme ça je l'ai placé, comme j'essaie à chaque fois de le placer. En fait, j'ai la chance d'avoir ce truc-là et de m'être dit, pourquoi pas, je ferai des sortes de discussions avec des praticiens pour vraiment parler, j'en ai fait quelques-unes déjà. Donc j'ai cette chance-là, c'est hors formation quand même si ça reste dans le cadre. Et donc l'objectif, c'est d'aller discuter avec des gens qui ont des intérêts pour différentes choses, voire même des expertises et discuter. Après, j'ai quand même des amis kinés, forcément, comme toi aussi, donc je les vois en dehors, on parle un peu on ressasse nos vieux souvenirs comme tous, mais après c'est vrai qu'on discute un petit peu de la situation. Je pense, je suis privilégié dans la mesure où je croise quand même beaucoup de kinés dans la formation, et quand même pas mal en dehors, mais j'ai aussi une chance, c'est que comme je fais pas que ça, je crois aussi d'autres gens, et de par nos métiers. Donc je te rejoins sur un truc, la communication, le partage, la publication, j'ai une question qui viendra appeler sur le blog, mais je suis d'accord avec toi. Après en dehors de... On parle quand même souvent de la même chose entre kinés. C'est vrai. Ouais. Donc, ouais. Ok. Le statut de MK, sociétalement. Parce que comme j'ai vu que tu as des appétences, est-ce que tu te sens valorisé par la société ? Est-ce que pour toi la société a Voilà, qu'est-ce que tu penses du regard de la société sur ta profession en tant que professionnel ? Je pense que sociétalement, si on parle des gens autour de nous, les gens qu'on côtoie, c'est une profession, on a plutôt bonne réputation, les gens sont assez sympas avec nous, très spontanément dans le relationnel professionnel, les gens se confient assez facilement, ils sont assez détendus, donc je pense qu'on est un peu privilégié par rapport à ça. Peut-être parce que aussi on n'a pas des responsabilités non plus monstrueuses, si je prends en comparaison avec un médecin ou un chirurgien, et qu'on est assez proche d'eux, on a du temps à passer avec les patients par exemple, pour l'écoute, mais aussi même dans la vie de tous les jours, les gens qu'on côtoie, on a plutôt une bonne opinion, on est vieux au niveau de la population, donc c'est plutôt satisfaisant. Ça, je pense pas que ce soit un poids, mais c'est une bonne question, j'ai peut-être pas assez posé la question. Du coup je rebondis un peu, même si on avait dit qu'on rebondissait pas. La différence entre le statut de l'ostéo et du kiné dans la population générale. Ok, je vois le sens de la question. En fait, je suis un peu... J'essaye de jamais mettre en avant l'un ou l'autre, et si je précise l'un, je précise rarement l'autre. Et j'ai remarqué que ça change beaucoup de choses. Et c'est un petit jeu. J'ai beaucoup de patients, par exemple, on revient sur les patients, mais qui découvrent au bout de 15 séances de kiné, si on voit 15 fois, qui me disent je suis allé voir mon ostéopathe, etc. Puis un jour ils découvrent que je suis aussi ostéopathe. Et c'est assez rigolo, effectivement, il y a, pour une part de la population, l'ostéopathie, parfois c'est supérieur à la kiné. Et après, une fois qu'on côtoie les gens, qu'on a discuté, qu'ils ont déjà échangé avec un kiné, avec un ostéo, assez facilement, on arrive quand même à replacer les choses et à séparer les choses sans mettre d'ordre. Mais effectivement, c'est assez rigolo de voir un peu le comportement spontané des gens. Après, je pense que c'est beaucoup un manque de communication ou une perception assez à distance, et du coup, on arrive assez vite à reposer les choses. Mais c'est vrai que la croyance au départ est assez rigolote quand même. Mais tu as dû vivre la même chose. Je suis à peu près d'accord avec toi. Ok. Moi, j'avais une question. Alors,
entre syndicats, ordre des kinés, réseaux régionaux, réseaux sociaux, selon toi, comment le kiné libéral il peut absorber toutes les informations professionnelles qui peuvent nous arriver par différents médias et comment il peut s'y retrouver? Alors là, c'est franchement, c'est une question très difficile. Je me la suis posée encore, mais pas plus tard que cette semaine, parce que là, il y a eu des changements au niveau... Enfin, des changements. J'ai l'impression que cette semaine, elle était très riche, notamment avec l'histoire des dépassements d'honoraires des kinés parisiens. Et là, je me suis dit, mais si t'es pas sur les réseaux, comment tu fais? Moi, je pense que si j'étais pas sur les réseaux, j'aurais pas les infos. Ouais. Et je me pose cette question. Alors, est-ce que finalement, d'être sur les réseaux, t'as qu'une partie des infos où tu les as toutes? Les syndicats, moi, à titre personnel, je suis sur 3, je suis pas syndiqué. J'ai aucune info sur les syndicats. J'achète pas de magazines professionnels comme Kiné Actualité, mais par contre, je lis plutôt les publications anglo-saxonnes, donc il n'y a pas l'information française. Donc moi, à titre personnel, si j'étais pas sur les réseaux, je pourrais pas. Et pour autant, les réseaux, mine de rien, je pense quand même que quand il y a une grosse info qui sort, elle est tellement relayée qu'à force, tu commences à l'entendre. Donc, si tu as à choisir, moi, je dirais en premier réseau, hors des kinés, parce que quand même, ils communiquent un peu auprès de nous. Après, franchement, moi, je suis pas ultra... alors peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais les syndicats, c'est pas trop mon truc. Ok. Voilà. Et par contre, ce que tu fais toi sur le blog, les blogs, les podcasts que font d'autres, comme l'agence EBP qui fait un podcast super sympa, ils parlent pas trop forcément du professionnel, mais je pense que ça peut être aussi un autre moyen d'être informé, mais ils publient sur quoi? Sur les réseaux. Donc je pense que le réseau, ça reste quand même un outil extrêmement puissant aujourd'hui. Mais tout le monde n'y est pas. C'est ça. Donc je sais pas si je réponds à ta question. Si, très bien, non, c'était pour avoir un avis. D'accord. Alors, Libéral Sada, tu m'as parlé, le statut de MK. Non, c'est bon, c'est celui-là. 3 choses à améliorer dans le métier selon toi. 3 choses globalement, tu veux dire comment on pourrait améliorer? Je pense qu'il faut améliorer la formation initiale. Ça, ça n'a rien contre les étudiants. Je pense qu'il aurait fallu améliorer notre formation initiale en premier. Au moins pour apprendre à réfléchir, pour apprendre à raisonner, apprendre justement à se remettre à jour sur les choses, être capable d'aller chercher des informations si on en a besoin, ou se rendre compte quand on manque d'informations. Donc je pense que ça nous demande pas mal de formation initiale et qu'on n'est pas encore assez bon là-dessus malgré les réformes. Ce qu'on pourrait changer, je pense qu'il faut changer absolument le mode de recrutement des patients au sens large. D'accord. Ça va de la première intention, ça va de l'éducation du patient pour consulter avec des vrais problèmes. Ça peut aller à l'information générale, peut-être nous, vecteur de communication générale par rapport à l'activité physique ou des choses comme ça, des créneaux qu'on ne prend pas du tout actuellement. Donc ça peut être un deuxième changement. Et un troisième changement, peut-être essayer d'améliorer un peu la communication entre tout le monde. Alors si on parle de Facebook, il y a le réseau des kinés là, qui est vecteur d'énormément d'informations. Je crois qu'il y a 30 000 personnes sur ce réseau. Et en revanche, on assiste souvent à des conflits, des oppositions qui sont en fait des choses qui se répètent sans cesse. Donc des choses qu'on a déjà vécues. On peut balancer un post sur l'ostéopathie, ça va le balancer. Sur les ultrasons. Sur les ultrasons, on peut avoir tout un tas de discussions comme ça. Et, ou sur l'accès aux soins, parfois simplement vis-à-vis des patients. Est-ce qu'on sélectionne nos patients? Est-ce qu'on ouvre la porte à tout le monde, etc. Et je pense que si on avait une meilleure compréhension de notre profession, de où on en est, de bien se rendre compte de tout ça, on aurait peut-être un meilleur état d'esprit dans la profession, parce qu'on aurait tous un peu réfléchi à tous ces sujets, et j'imagine qu'on arriverait quand même à être plus ou moins tous d'accord en comprenant les autres. Alors c'est un peu utopiste encore une fois. Mais ça, c'est 3 choses qui me semblent importantes de changer, notamment la communication entre nous pour avoir... Je pense que si on discute longtemps entre nous, on arrive à être tous d'accord, globalement. J'ai l'impression qu'on vit ça. Et c'est juste que peut-être on manque un peu de réflexion et d'éducation là-dessus. Je suis carrément d'accord. Et tiens, la question... il a bien bossé Alexandre, parce que ça enchaîne bien la question. Grâce à Facebook, donc les échanges interprofessionnels se sont multipliés. Quels bénéfices y vois-tu, si on se concentre que sur les bénéfices? Facebook? Ouais. Alors, peut-être le premier bénéfice, c'est la communication entre les kinés. Ça met les collègues kinés en lien pour qu'ils puissent échanger des informations. J'y vois Au début, j'étais très sceptique parce que... Donc tu me demandes pas les défauts, mais dans les défauts, il y avait le côté réseau social, j'ai pas la personne devant, je peux le bâcher, voilà.
les gens sont durs. Mais pour autant, quand on voit comme on peut faire passer une information pour changer la pratique, pour améliorer la pratique par la mise en place, je sais pas, de formations, de vidéos, de podcasts, mais c'est extraordinaire parce que moi je regarde, je suis sorti en 2005, 10 ans, 12 ans en arrière, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça va tellement vite le changement, on arrive à rattraper notre retard dans certains domaines, donc le bénéfice est extraordinaire. Bon, après, moi je regarde avec mon point de vue de formateur et mon point de vue de dire ça permet un peu de changer les pratiques. Donc vraiment le bénéfice c'est ça, c'est le changement de la pratique avec mon point de vue formateur. Et puis éventuellement aussi, peut-être que pour reparler de l'histoire des dépassements d'honoraires, là ça permet quand même aux gens de mutualiser leurs combats, se rencontrer, établir des relations et puis finalement souder la profession sur des thèmes qui sont importants quand même. Hein. La notion d'être valorisé dans son métier, c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est quand même vachement intéressant d'un point de vue positif. Je ne sais pas si la question sur les points négatifs va arriver après. C'est bien, non. Mais voilà, dans les points positifs, il y a ça, et le côté négatif, je suis de moins en moins négatif là-dessus. Ok. Voilà. Alors, tu as une baguette magique, et tu peux revenir en arrière. Je vais avoir 2 questions. Qu'est-ce que tu changes sur ton parcours professionnel à toi ? Oui. Donc professionnel compris études, d'accord ? Okay. Et qu'est-ce que tu changes sur les décisions prises pour la profession ? Ordre entre parenthèses d'un point de vue général. En général ? Ouais. T'as envie que je me fasse taper dessus. Ok. Qu'est-ce que je change ? Pendant mes études, si j'avais pu, j'aurais peut-être changé ma formation, vraiment. Je serais peut-être allé chercher un peu plus... Enfin, j'aurais aimé avoir accès à plus d'informations, à une meilleure formation, tout simplement, parce que j'ai l'impression que les années suivant ma formation initiale, j'ai découvert des pans de la profession de kiné dont j'ignorais tout simplement l'existence. D'accord. Si on parle de la science, j'ai pas du tout été formé à la science pendant mes études. Tout un tas de formations qui existaient sur l'ATM, sur éventuellement Mackenzie, sur l'ostéo, hein, des choses comme ça auxquelles j'avais pas accès. Et je pense que très rapidement, sur les premières années, j'aurais pu un peu monter les compétences sans y passer forcément beaucoup plus de temps, mais en étant bien plus spécifique sur le temps investi. Et donc ça c'est une chose. Et c'était quoi ta deuxième question ? Et alors, si tu as une baguette magique, tu peux revenir en arrière sur la profession générale, sur la profession ordre générale y compris. Qu'est-ce que tu changerais pour toi qui te paraît être un levier pour éventuellement notre changement ou changer maintenant pour d'un coup un truc qui s'est passé dans l'histoire de la littérature française, dans l'histoire de la kiné, quand on remonte aux gymnases médicaux, s'il y avait un truc à changer, s'il y avait un truc à changer, je pense que j'aurais augmenté j'allais dire le prix des séances, mais c'est pas vrai. Non, j'aurais peut-être augmenté la durée de la formation initialement, et c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi pendant les études justement pour avoir un meilleur bagage et s'installer directement avec de meilleures compétences. Parce que en fait, en tant que jeune diplômé, on fait pas la promotion de notre profession tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin de ramer beaucoup, refaire beaucoup de formations, en se rendant compte qu'on n'a pas été si bon que ça avec les patients. Et du coup, ça, je trouve que ça nous dessert un petit peu, parce que c'est aussi une image qu'on donne aux médecins, c'est une image qu'on donne. Il y a aussi ça qu'on pourrait changer la communication avec nos prescripteurs, si tant est qu'on aurait toujours des prescripteurs. Ok, c'est à moi peut-être. Ouais. Ça n'a rien à voir, mais on en a déjà un petit parlé. Moi je suis souvent effaré du manque de bienveillance entre confrères sur plein de choses, que ce soit en local, entre cabinets à proximité, ou sur les réseaux sociaux, ou entre confrères au niveau ordinal. En étant moi-même parfois pas forcément toujours bienveillant, je pense. Comment tu analyses ça, toi ? Pourquoi Et quand je disais au niveau des réseaux sociaux, moi je vois, je pense qu'il y a un premier truc, c'est qu'il y a un problème de la personne qui va émettre la formation, mais un problème de la personne qui va recevoir. Je vais prendre un exemple. Quand tu émets une information sur un patient et que tu poses un questionnement parce que tu te plantes. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, c'est le problème des réseaux, c'est que quand tu n'as pas la personne en face, c'est vachement facile de fanfaronner et de se faire un peu mousser. Et je trouve que les gens sont des fois méchants parce qu'ils disent « Ah mais quoi, tu sais pas ça comment tu peux poser une question sous ultrasons alors qu'aujourd'hui ?» Donc il y a le côté se faire mousser, je pense.
Ouais. Les réseaux sociaux posent le souci qu'on n'a pas la personne en face. Parce que quand on a les gens en face, on est quand même ça se passe vraiment beaucoup mieux que quand on les a pas en face. Il y a ce truc-là. Et puis le deuxième truc, peut-être, c'est qu'il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire des gens qui vont balancer des informations qui peuvent être un peu de manière trop brutale. La forme de communication n'est pas bonne. Et du coup, quand la personne le reçoit, elle le prend pour une agression et une leçon de morale, tu vois. Quand quelqu'un va te balancer un truc, je sais pas moi, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire un machin. Moi, d'une façon générale, je trouve que à partir du moment où t'es pas dans le compromis, t'es toujours mal perçu, dans un sens ou dans l'autre. Okay. Et quand on laisse pas la possibilité que... Moi, j'aime bien quand quelqu'un me dit, moi, je ferais ça, mais ça n'engage que moi, et peut-être que j'ai tort, tu vois. Enfin, ça me paraît normal. C'est jamais blanc ou noir, pour moi, c'est toujours gris, tu vois. Donc, je pense qu'il y a cette histoire et les kinés, je trouve qu'ils sont fiers d'une manière générale. Ouais, donc il y a une histoire d'ego. Je pense, ouais. Okay. Il y a une histoire d'ego. Est-ce qu'on n'est pas frustré aussi de ne pas être en première intention et de ne pas pouvoir diagnostiquer? Du coup, ça nous frustre et du coup, on fait plein de formations pour être performant. Il y a ce côté-là. Et ce que tu soulèves là, je trouve... Alors, c'est moins maintenant. Mais il y a 2-3 ans en arrière, avec l'EBP, c'était la cata. Parce qu'en gros, tu connaissais t'avais un peu les pros EBP, mais un peu extrémistes, je trouve, qui rabaissaient vachement ceux qui ne savaient même pas ce que c'était. Alors que c'est bon, enfin... Calmez-vous les gens, quoi. Faut s'arrêter. Moi, j'étais là, moi, en 2005, je suis comme toi en formation, je connaissais rien de tout ça, mais parce que c'était pas le moment. On n'était pas formé à ça. Le kiné, il était formé à être agent des médecins. Enfin, c'est pas qu'on revient de loin, mais en 10 ans, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Ne serait-ce que les réseaux ont vachement aidé pour la communication. Donc pourquoi c'est malveillant? Je pense qu'il y a une histoire. Moi, je vois bien ce truc-là, l'ego, et puis problème de communication aussi. Est-ce qu'il pourrait se retrouver dans les problèmes entre le cabinet en local, si c'est une histoire d'ego? Et après, pourquoi on ne comprend pas ce que fait l'ordre, qu'on ne comprend pas ce que font les syndicats? On a l'impression de ne pas être compris, tu vois, parce que... Ouais, il y a ça, on a l'impression de ne pas être compris, et surtout il y a cette espèce d'idée qui flotte, moi j'ai l'impression, quand je discute avec les collègues, c'est que, en gros, ceux qui sont syndicats sont aussi à l'ordre, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts? Tu as l'idée de te dire, quand tu as un rôle ordinal qui te demande du temps forcément, tu es obligé de te détacher de la pratique. Le métier de kiné reste quand même pratique. Alors après, ils sont critiqués parce qu'ils ne pratiquent plus. Souvent, tu as ça. Et on a le même discours avec les universitaires ou les chercheurs. Oui, mais toi, tu es chercheur, tu n'as plus le temps de pratiquer, tu nous apprends comment faire. Je pense qu'on est différents profils et c'est vrai que c'est des histoires de... C'est toujours de la communication, c'est comment on dit les choses, comment on pose les choses et surtout comment nous, on se remet en question. Peut-être qu'on ne se remet pas ça en question. Hein. Ouais. Quand on nous dit des trucs. Et puis, il y a l'ego. Je veux dire, moi, quand je pose un truc et j'ai quelqu'un qui me rentre dedans, je suis comme tout le monde, j'ai mon ego, ça m'énerve. Du coup, j'ai envie d'y aller, tu vois. Enfin, donc après, j'ai jamais participé vraiment à de réunions syndicales publiques ou de trucs comme ça. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas s'il y a un peu plus de bienveillance quand tu es en face de la personne. Il y a peut-être plus de politesse, plus de... Voilà. Mais c'est un peu le revers des réseaux. Ok. Pour moi. Ça marche. Alors, donc là, il m'a mis 4 tirés. Je sais pas si je te les pose d'affilée. Si je pense que je vais te les poser d'affilée. Ok. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi et tes motivations. Ok. Alors, la première, c'est pourquoi avoir fait le blog du kiné? Pourquoi avoir fait le blog du kiné? En fait, souvent, j'ai souvent un avis sur beaucoup de choses, que pas forcément le meilleur, peu importe, mais j'ai souvent des choses qui me trottent dans la tête. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive quelque chose, il fallait que ça sorte. Et puis, je trouve qu'il manque beaucoup de choses dans notre profession pour, je vais dire, vulgariser un peu les choses. C'est-à-dire que, comme tu disais, on parlait de l'EBP il y a 3 ans, personne ne savait ce que c'était, ou alors c'était un conflit. Mais du coup, c'est extrêmement difficile d'aller chercher les connaissances auprès des gens qui savent, parce qu'il y a parfois cette posture de celui qui sait et de celui qui ne sait pas, et du coup, de passer la communication. Pour apprendre, il faut qu'on donne des choses dans notre langage à nous, à celui qui apprend, et pas le langage de... Bien sûr. Sinon, c'est extrêmement long. S'il faut apprendre un nouveau langage, une nouvelle langue, à chaque fois, c'est vraiment compliqué. Et du coup, j'avais envie de parler de ça. Et puis, en fait, ça... je sais pas, je me suis lancé là-dedans sans trop de raison, mais pour essayer de donner des infos, moi, m'obliger à aller chercher des infos qui me nourrissaient. Et donc, c'est parti un peu de cette idée-là. Ok. C'est quoi les interphysios? Alors, les interphysios, c'est les 1, 2, 3 juin cette année, en 2018. On fait ça avec mon ami Anthony Binder, qui... La spécificité, c'est d'inviter des gens pour parler de formation. Donc on a des sessions plénières, des sessions ateliers, comme une formation. C'est plutôt comme un congrès, on va dire, plutôt sur un format court. Et à côté de ça, on a envie que les échanges entre professionnels soient riches.
Et on aime bien faire la fête avec Anthony. Et du coup, on essaye d'allier le temps de formation, le temps d'échange et le temps de soirée. Donc c'est un peu physique parce qu'il faut enchaîner les soirées avec la journée. Mais ça, dans notre domaine, on est très bon. On n'est pas très bon en formation, on n'est pas très bon en soirée, mais les deux combinés, on est pas mal. Et donc les créneaux de 8h samedi matin et dimanche matin, ils sont un peu... Voilà, c'est ça. C'est 8h et 8h tous les jours, mais 8h du matin, 8h du matin, on fait des 24 heures. Donc c'est un peu basé là-dessus. C'est parti. L'idée, c'est que ce soit convivial et surtout que, justement, en fait, nous, on aime bien que les échanges soient stimulés par autre chose que la position de maître à élève. Et souvent en formation, on fait notre journée de formation, le soir on se retrouve à 2-3 au resto si on peut, mais on n'est jamais tout un groupe ensemble, donc là on serait une centaine comme ça, on l'a déjà fait l'année dernière, c'était vraiment sympa, on s'est bien amusé, on a eu des interventions très pertinentes, donc ça c'était cool, et d'ailleurs t'es invité cette année à intervenir. C'est cool, ça va être sympa du coup. C'est ça, donc voilà. Ok, je continue à les tirer je pense. 3 personnalités professionnelles qui t'ont marqué. 3 personnalités professionnelles qui m'ont marqué, ça c'est compliqué. Des gens que j'aurais côtoyés. Qui t'ont marqué d'une façon ou d'une autre, qui ont une influence sur toi. Dernièrement, il y en a un qui m'a bien marqué, que j'ai vu au JFK à Lille, c'était Blaise Dubois, de la clinique du coureur, pour le côté punchline, c'est... Comme au niveau communication. Au niveau communication, exactement. C'est tout un pan d'éventuellement d'enseignement que je n'avais jamais vécu et que je trouvais hyper intéressant. Vraiment très changeant. Alors c'est, je pense, autant critiquable que louable, mais moi ça m'a assez marqué, donc ça c'est récemment c'est ça. Je suis pas très idole, donc j'ai un peu de mal à sortir. Pas forcément admirer, mais si il y a quelqu'un que je côtoie régulièrement et qui est marquant depuis tout mon cursus kiné, c'est France Moret. Je pense qu'Alexandre Moussy ne sera pas contre cette citation. France qui toujours déjà bienveillante avec les gens qu'elle côtoie, en tout cas j'ai jamais eu l'occasion de voir l'inverse, et donc tant humainement que professionnellement je trouve qu'elle est vraiment riche et elle nourrit vraiment chaque fois qu'on a un échange, c'est toujours riche, donc ça, je pense que je peux directement la citer. Et puis il t'en faut une troisième personne. Si, il y a mon collègue Sébastien avec qui j'ai monté le cabinet, avec qui on est associé, avec qui on a eu des parcours assez parallèle au final. J'ai acheté son appartement, tu vois, des choses. Donc non, franchement, il était enseignant à l'école et on l'a pas eu en tant qu'enseignant. On s'est rencontrés un peu par hasard grâce à mon collègue Laurent, là, du coup. Et puis ça a matché assez vite. Et, donc je pense que c'est marquant parce que ça a vraiment influencé la trajectoire de formation. J'ai encore un tiré. Si tu avais 3 formations à conseiller, 3 formations à conseiller. Là, je me nourris vraiment du raisonnement clinique McKenzie. J'aime beaucoup la manière d'enseigner. Donc, après, je suis en plein dedans en ce moment. Donc, quand c'est frais, on est toujours un peu plus. Donc ça, c'est une formation qui m'a vraiment nourri. Je pense que le master, en tout cas avec la formation que j'ai eue initialement, le master est vraiment intéressant pour le côté scientifique, le côté recherche, le côté méthodo, critique, etc. Donc ça c'est intéressant. Et puis moi l'ostéopathie me plaît beaucoup. Et alors du coup c'est un cursus long, c'est une autre approche que la formation kiné. Et un autre modèle de consultation, un autre modèle de réflexion qui est pas du tout dénué de sens. Je pense que c'est en travaillant un peu les projets un peu plus philo, sociétal, etc. que j'ai réussi à mieux appréhender l'ostéopathie en sortant un peu du cadre de l'enseignement. Et donc ça, bon après c'est un peu facile, c'est une formation, donc, mais je pense que le cursus TMO au niveau raisonnement clinique est extrêmement riche sur les formations longues. Et après les formations kiné du sport, j'ai toujours vécu sur des terrains de sport dans toute ma vie, donc du coup j'ai pas fait de formation kiné du sport parce que j'en ai pas vu l'utilité, ou en tout cas je me suis pas senti démuni à chaque fois que j'étais en contact avec des sportifs. Mais je pense que c'est assez riche comme appréhension pour celui qui a une petite appétence pour le sport. D'accord. Ça peut être une bonne info. Voilà. C'est bon pour les tirer. Ça marche. C'est à mon tour de creuser ? Ouais, je pense. Ok. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur ta conception de l'enseignement. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu ton premier cours en tant qu'enseignant ? Ouh là là. L'avant, très mal. Ok. Le pendant, très bien. Pour être complètement
non langue de bois. Le premier enseignement que j'ai fait seul, hein, parce que assistant c'est pas pareil, t'as un backup et tout. Enseignement seul, c'était à un hôpital, dans un hôpital, et je devais aller enseigner des trucs sur les pôles. C'était en 2007, donc j'avais que 2 ans de diplôme. Donc resitue, une question en confiance et tout. Et alors j'avais bossé, mais comme un malade, je connaissais l'anatomie bien mieux que je connais aujourd'hui, par cœur et tout. Et forcément, quand t'as pas d'expérience, t'essaies de te blinder d'une façon. Et j'arrive, j'étais au taquet. Et là, je commence à demander, voilà, est-ce que vous pouvez me citer les muscles de la coiffe des rotateurs? Et là, aucune réponse. Et je fais, bon. Et là, tout de suite, mon stress, il a fait, et j'ai déroulé. Et puis c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance. En fait, j'ai surtout été stressé quelques fois au début, et j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai pas le trac, moi. Même quand c'est des grosses conférences. Je pense que c'est mon cursus musical qui m'a permis ça. C'est que j'ai fait des auditions, je fais des concerts, et là, Et en fait, je pense que ça m'a aidé. J'ai un bol. En fait, quand je donne cours, je m'imagine que je donne un cours à un pote. Ou comme si on dirait qu'on discutait. Et du coup, ça me permet de me déstresser un truc de fou. Voilà. Puis donc j'étais tendu bien avant, et puis en fait je me suis rendu compte que si tu parlais à des gens de manière honnête comme à des professionnels, c'est un échange, et y a pas de... chacun va enrichir l'autre, et dans cette mesure là il n'y a pas à être tendu, quoi. Tu vois, c'est ce que je me dis. Ok, bien. Selon toi, et en pratique, ça veut dire dans la vraie vie, est-ce qu'on devient enseignant par compétence ou par opportunité? Oh putain. Dans la vraie vie? Ouais, comment ça se passe en vrai? J'aime bien jamais répondre oui ou non, tu vois. Les deux. Opportunité, c'est évident, parce que à l'époque où j'ai eu la chance d'enseigner, c'était grâce à Gilles Barrette et Xavier Dufour à l'époque, qui m'ont fait confiance, qui avaient aussi besoin, donc ils m'ont donné la chance de participer. Et si tu veux, quand j'étais en kiné, je me suis jamais dit je finirai enseignant, même si j'ai toujours aimé. Pour moi, l'enseignement, au départ, ça a été une façon de m'améliorer. Ça m'obligeait à bosser, à travailler ma technique, à m'intéresser et tout. Et aujourd'hui encore, ça laisse. Donc, il y a vraiment un échange pour moi entre la clinique et l'enseignement. Du coup, opportunité, ça paraît être évident. Et compétence, ça fait vachement présomptueux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, des fois, il y a des trucs que tu fais et tu te sens bien dedans, tu vois. Et moi, je me sens vraiment bien dans la vulgarisation, pas la vulgarisation, mais c'est-à-dire que quand je reçois un cours, pour le comprendre, moi j'ai besoin de l'organiser de manière carrée. Et du coup, quand j'enseigne, je ne sais pas comment ça se fait, mais pédagogiquement, j'ai l'impression que c'est facile pour moi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours eu de la facilité à organiser les idées. Et j'ai l'impression que dès le début, je passais pas trop mal, tu vois. Donc, compétences, certainement. Alors, de là à dire que j'ai des compétences d'enseignement, avec l'expérience, ça fait 10 ans que j'enseigne maintenant, donc ça commence. Mais opportunité, c'est évident, surtout dans notre métier. Parce qu'il n'y a pas de formation de formateur pour nous. C'est pour ça que je posais la question. Donc tu côtoies régulièrement des étudiants, des jeunes diplômés. Que penses-tu que l'on doive leur apporter comme outil? Alors je parle au niveau formation. À l'heure du numérique, où on a quasi tout disponible maintenant en ligne, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des e-learning, des choses comme ça. C'est une question vachement intéressante, parce que j'en parlais encore aujourd'hui, là j'ai mes cours aujourd'hui. Il y a 6-7 ans, j'étais dans une optique d'enseigner des outils. C'est-à-dire que je remplissais la boîte à outils des gens, et aujourd'hui, je fais complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont des outils, je leur explique les outils, c'est pas ça qui fait un bon praticien. Et moi, j'en suis convaincu aujourd'hui, ce qui fait un bon praticien, c'est son raisonnement clinique. C'est-à-dire, quel outil, à quel moment, pourquoi, à quel dosage. Et j'essaie de leur enseigner ça. Et ça vient peut-être aussi de mon cursus de sciences de l'éduc, parce que j'ai eu un cursus universitaire là-dessus, que finalement, le plus difficile de changer, c'est le raisonnement de quelqu'un. Et c'est ça qui est pertinent, et peut-être pas la quantité. Et finalement, la profession, moi j'ai l'impression que depuis 2005, elle a évolué vers ça. C'est-à-dire qu'avant, on est dans une quantité d'outils pour traiter, et là, c'est la mode, heureusement, et tant mieux, c'est du raisonnement. Les outils, c'est bien beau, mais chaque chapelle, des fois je dis dogme, mais a son approche. Il y a des mecs qui font la même chose, mais pas au même moment. Donc ce qui intéresse, c'est pourquoi tu fais ça, à quel moment. Donc je pense que c'est ça qu'il faut transmettre aux étudiants, mais eux, ils ont beaucoup de mal, parce que quand on est étudiant, on veut une sécurité, et ça, c'est pas sécuritaire. Donc on veut une recette, un protocole, un truc. Mais ils se rendent compte plus tard que finalement, le raisonnement, pour moi, c'est l'acté aujourd'hui, je suis convaincu. Ok, je suis d'accord. Question qu'on a presque posée en même temps. Il y a des formations qui révolutionnent notre façon de travailler en quelques heures. Oui. Et il y en a une pour toi en particulier qui te vient à l'esprit là? Qui révolutionne la façon? Ouais, une formation qui aurait révolutionné ta façon de travailler vraiment. Ouais.
C'est une des dernières que j'ai faites, le concept Maitland. Mais je pense que ça m'a révolutionné ma pratique parce que j'avais connu plein d'autres choses avant. Donc, j'ai été. En fait, il y a 2 formations qui ont révolutionné mon approche, mais qui n'ont rien à voir. Au tout début, quand je me suis formé à la méthode CGE. À l'époque, ça avait révolutionné ma façon de voir l'épaule. Ok. Aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans, mais plus du tout. Okay. Et en fait, Maitland, ça a vraiment révolutionné mon approche parce que j'ai eu l'impression, c'est pas une méthode, c'est un concept. Alors ça fait un peu pompeux de dire ça, mais du coup, c'est un cadre souple dans lequel tu peux introduire des éléments. Et c'est vraiment l'idée que finalement, nous, on est raisonnement. Et dans ce cadre, dans cette poche, tu vas mettre tout ce que tu as envie. Ça, c'est un peu, je vais peut-être parler un petit peu de. Je sais pas, tu vois, Edgar Morin, oui. Il y a un peu le côté dialogique, c'est-à-dire le paradigme de la complexité. Tu acceptes, c'est le côté gris, c'est que tu peux accepter un modèle, tu peux en accepter un autre. Et la complexité, c'est ça, c'est finalement, on accepte les deux. Et en fonction de certaines situations, on est conforme à faire un truc et à pas faire un truc. Et les Maitland, je trouve que c'est ça, c'est de la complexité, tu vois. C'est très Edgar Morin. Ouais. Ok. Voilà. Je suis. Je crois que c'est toi. Ça, moi. Et bien justement, que penses-tu de la TMO ? Que penses-tu de l'ATM ? Pour toi, la différence, c'est quoi ? Je pense que le fond, il est vraiment sur le... Je pense que le raisonnement clinique de la TMO, il est... déjà, il est cadré, il est défini. Si on parle de l'ATM en général, je pense qu'on peut... donc la thérapie manuelle, on peut trouver des courants un peu différents qui n'ont pas toujours un raisonnement clinique très riche. Il y a forcément un raisonnement logique, enfin clinique, qui a une logique. Mais je pense que la TMO est bien plus cadrée par rapport à ce raisonnement clinique-là, en se basant bien évidemment sur de la science pour la TMO, ce qui n'est pas toujours le cas pour la TM. En revanche, rien n'empêche un courant de TM, et je pense que c'est ce que toi tu dois défendre, j'ai pas fait tes formations, mais rien n'empêche d'avoir un raisonnement clinique très rigoureux, riche, potentiellement différent de la TMO ou en s'en inspirant, peu importe. Et je pense que la différence elle est là-dessus et que les anglo-saxons globalement ils ont quand même besoin d'avoir un cadre assez particulier, enfin assez défini. Je sais pas si c'est un problème de peur légale ou réglementaire aussi, ouais, c'est ça. Ouais, si c'est réglementaire ou si c'est vraiment de l'ordre de la réflexion, mais il y a quand même dans la littérature anglo-saxonne il y a beaucoup de mecs qui ont travaillé, qui ont réfléchi et surtout qui ont produit quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont mis à l'épreuve leur théorie avec la science, avec des patients, ils ont testé. Nous, on a plutôt eu tendance ces derniers temps à dire bon, moi j'ai trouvé un truc qui marchait, écoutez-moi, je vais vous l'expliquer. Ouais, c'est ça. C'est pas, à mon avis, ça marchait bien. Bien sûr. Après, c'est les raisons pour lesquelles ça marche. Est-ce que c'est parce que le mec il a un gros charisme ou parce qu'il a une technique ou un raisonnement clinique riche? Je pense que c'est un peu des deux souvent. Mais on a un peu oublié de mettre à l'épreuve des autres, de confronter. Chacun garde son. Ça c'est très ancien aussi, c'est très 20e siècle de garder son petit noyau de connaissances, de ne pas le divulguer autour. Mais du coup, en réfléchissant comme ça, on n'a pas enrichi vraiment la science en général. Pas forcément sous le format de la science, hein. Des fois il suffit de publier des bouquins et d'expliquer comment on réfléchit, etc. Mais ce qu'on a fait au niveau français, je pense que ça tient pas beaucoup la route sur la science. Donc c'est un petit peu dur. Pour faire Mackenzie en ce moment, je pense que Mackenzie au départ, il a fait ses raisonnements cliniques dans son coin et il a réfléchi à designer son protocole de soins ou son mode de réflexion, son algorithme de réflexion pour le faire rentrer dans le cadre d'études scientifiques. Du coup, il a eu une réflexion qui est même encore différente parce qu'il y a un moment, il faut enlever tout ce qui n'est pas probable, on va dire. Et je pense qu'il a eu la richesse de le faire. Je suis pas sûr que ce soit bien ou pas, mais tu vois, il y a un moment, je pense pas que ce soit, on peut pas dire de la malhonnêteté, c'est pas vrai, mais il y a un moment, tu te dis, attends, je travaille comme ça, est-ce que je pourrais le rentrer dans un design d'article scientifique ou de recherche scientifique, et t'enlèves tout ce qui ne rentre pas, tu gardes que ce qui a l'air de marcher, et puis tu le testes, et là, t'en ressors quelque chose. Parce que Mackenzie, ils ont sorti le phénomène de centralisation, la préférence directionnelle un petit peu, et puis après, le raisonnement clinique, en tout cas sur le reste, mais au niveau science, c'est pas non plus... il y a d'autres courants qui marchent très bien. Donc voilà un peu la façon dont on joue les choses. Ok. Je crois que c'est à moi. Oui.
Que penserais-tu au sujet du fait que les organismes de formation soient consultés par nos représentants pour faire évoluer les pratiques? Représentants en général. Autrement dit, est-ce que être organisme de formation, est-ce que ça a valeur d'expertise ou est-ce qu'il faut quelque chose pour chapeauter ça? Pour moi, non. Je pense pas, parce que les organismes de formation sont des hommes et des femmes avec leurs qualités et leurs défauts. Et il y a un problème, c'est l'argent. Okay. Et on a beau être, comment dirais-je, même si on essaie d'être le plus objectif possible et qu'on fait pas les choses que pour l'argent, à un moment donné, on les fait forcément pour. Tant qu'il y a le conflit d'intérêts, pour moi, il y a forcément manière biaisée. Alors après, on peut conseiller, mais on a tous des amis, on a tous des ennemis aussi, entre guillemets, des gens qui nous aiment pas. Moi, je pense que ça peut pas être indépendant, un organisme de formation. Maintenant, qu'un organisme de formation établisse des liens parce il connaît des gens qui ont une compétence, une expertise dans un domaine, oui, je pense. Mais on est même s'il y en a qui sont assos, on est quand même des sociétés. Moi, ma vie dépend de mon travail d'enseignement, donc forcément, si j'enseigne plus aujourd'hui, je ferai plein de trucs que j'aime, et du coup, je ne peux pas être objectif pour moi. Non, je pense pas que. Okay. Je pense pas. Tu penses, toi? Non, ouais, la question c'était surtout, est-ce que tu penses que tu aurais notion à être chapeauté par un organisme professionnel, enfin extra. Tu vois ce que je veux dire, c'est est-ce que l'ordre des kinés ou un syndicat ou un collège de professionnels, ou est-ce que la HAS devrait te dire si ta formation... Ah bah ça serait avec plaisir, mais si elle est indépendante. C'est ça. Le problème, c'est que s'il y a à l'ordre quelqu'un qui, même pas moi, à titre personnel ou ailleurs, et ben du coup, comment je pourrais avoir confiance en cette instance? Mais c'est un peu le problème de l'être humain, non? Ouais. Il me semble. Je comprends, non, mais c'est une bonne manière. Moi, j'ai plus qu'une question. Non, j'ai encore deux questions. C'est quoi ta prochaine formation? C'est quoi ma prochaine formation? Eh ben, ça va être, je pense, la partie D de Mackenzie. Partie D ou C? J'ai fait A, B, C. Ah d'accord, En fait, j'ai fait A, donc c'est les lombaires. Oui. J'ai fait C, c'est le perfectionnement lombaire et périphérique membrane. Là, je viens de faire B, c'est cervical thoracique. Et du coup, l'idée, c'est de faire la partie D derrière. Je pense que ça peut être la prochaine. Je réfléchis, parce que je ne me suis pas inscrit à un truc entre temps. Ouais. Je crois que je me suis inscrit au congrès Mackenzie la prochaine fois, mais non, j'ai pas de formation à venir. Okay. Donc voilà, et après, je suis en plein master là, donc pour finir ça. Je suis en master 1, là, donc du coup, il faudra faire un master 2 derrière. Ouais. Donc j'en suis là, donc la prochaine formation, ça va reculer un peu fin 2018 ou sur 2019, mais il y aura des choses à venir, quoi. Ça marche. Ok, et moi j'ai encore quelques questions sur la formation. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'en tant qu'enseignant en formation continue, en tant qu'enseignant, que retires-tu à titre personnel des échanges que tu as avec tes confrères que tu formes? Personnel ou professionnel? À titre personnel. Parce que les échanges que tu as dans le cadre de ta formation, qu'est-ce que tu retires à titre personnel? Extrêmement riche, extrêmement intéressant. J'estime que je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de chance, énormément de chance, parce que je rencontre plein de gens différents dans mon activité professionnelle, et le fait de rencontrer d'autres gens formés, ça permet déjà de ne pas se regarder le nombril, de se rendre compte des problématiques, et je pense qu'en tant que formateur en formation continue, on a de cette chance d'avoir un petit panorama de ce que peut être le professionnel, de ces problématiques, et surtout voilà, ça me permet aussi à titre personnel de me dire mais putain, mais j'ai trop de bol, quoi. Ça se passe bien, je suis heureux dans ma vie, je suis heureux dans mon boulot, je fais des choses que j'aime pourvu que ça dure. Donc ouais, voilà, c'est ça. J'en tire quand même beaucoup de choses. Ça marche. Après, je vais parler un peu à venir. Au niveau on a de plus en plus de e-learning dans nos professions. Est-ce que notre profession est essentiellement pratique? Est-ce que tu penses que c'est un moyen d'avenir pour la formation? J'ai jamais été hyper e-learning, parce que je trouve que c'est vrai que le côté pratique, le côté de pas avoir accès à un intervenant, c'est compliqué. Après, si c'est pour enseigner une quantité de connaissances, pourquoi pas, tu vois. En l'occurrence, là, je fais en ce moment un DU, une méthodologie clinique. Là, c'est intéressant parce que tu peux accumuler rapidement un grand nombre de connaissances, mais le rapport humain, le contact humain, l'expertise de quelqu'un, je pense que ça ne passe pas par vidéo. Donc, moi, j'ai déjà fait même des formations e-learning moi-même, et c'est vrai que je ne suis pas forcément convaincu. Il y a aussi un truc dans l'e-learning qui m'ennuie un petit peu, c'est que tu fais une formation à l'instant T, 2 ans après, elle est caduque parce qu'il y a des trucs qui ont changé. Et là, tu te retrouves comme un idiot parce que les gens ont cette image-là que tu avais il y a un an, et tu te dis mais putain, mais ça a changé, je suis plus trop d'accord. Ce qui m'arrivait avec une formation sur le bilan de l'épaule, par exemple.
parce qu'il y a une grosse remise en question des tests cliniques, par exemple. Et quand je fais une formation de bilan sur l'épaule avec les tests cliniques, que je les montre, tu as toujours cette idée de te dire, mais aujourd'hui, je montre un truc, je pense que c'est vrai, mais c'est pas vrai, c'est vérisimilaire. La vérisimilarité, c'est que c'est la vérité à un instant T. Et du coup, j'ai toujours ce truc de me dire, si c'est bloqué dans le marbre, si c'est en vidéo, et ben, punaise, 10 ans après, ce sera faux, quoi. Donc, il y a ce côté aussi, le fait que la connaissance soit bloquée, verrouillée et qu'elle puisse pas évoluer. Et par contre, toi, je suis d'accord avec toi. Enfin, je pense que je dis jamais, tu m'as pas donné ton avis, mais. Ouais, non, moi je sais pas. C'est le côté pratique. Question, c'est pas innocent. Le côté pratique, et surtout le côté contact. Ouais. Plus que la pratique. Le fait d'être avec quelqu'un, de communiquer, d'avoir son avis, d'avoir son expertise, son expérience clinique, ça c'est irremplaçable. Ces questions. Exactement. Ouais. Je voulais te rajouter une petite anecdote. En formation clinique du coureur, ils ont une diapo à la fin. 15% de tout ce qu'on vient de voir est complètement faux. Mais on ne le saura pas tout de suite. Ah, c'est énorme ça. C'est pas mal. Bah ouais, non, mais c'est clair, c'est carrément ça. Carrément ça. Donc c'est rigolo. On a souvent des débats entre le hands-off et le hands-on. Donc on touche ou on touche pas le patient. Et à mon sens, les changements qu'on voit, ils se portent plutôt sur les bénéfices en termes de santé publique de notre profession ou pas. C'est-à-dire que le modèle actuel de la kiné, c'est d'être remboursé 100% par la Sécu, par exemple. Et du coup, le critère de décision de ça, il va plutôt être sur les bénéfices pour la santé publique. Et est-ce que vraiment le débat hands-off, hand-on, c'est quelque chose qui doit être prépondérant actuellement? Ou est-ce qu'on ne se trompe pas un peu de débat de cible et on ne devrait pas plus réfléchir sur est-ce que vraiment on a des bénéfices sur la santé publique à voir un kiné ou pas? Et est-ce qu'on ne se trompe pas de bataille? De bataille, oui. Moi, je pense que le débat hands-off, hand-on, c'est un débat qui est à la fois bien parce que ça fait bouger les lignes, mais je trouve que notre profession qui parfois est coupée en deux, est-ce qu'il y a un risque d'augmenter la scission? J'ai déjà discuté avec des gens qui préfèrent, qui sont plutôt hands-off de hands-on. Et du coup, si les gens sont un peu sur les réseaux, peuvent pas communiquer, des fois ils sont un peu durs, ils sont un peu rugueux dans leurs propos, et du coup, finalement, est-ce que ça risque pas de séparer? Après, moi je suis convaincu que évidemment, il faut essayer de s'appuyer sur la science, évidemment, il faut essayer de s'appuyer sur ce qu'on dit. Évidemment, en termes de santé publique, on a un rôle à jouer sur le mouvement, sur l'autonomie, sur tout ça. Donc moi, je suis à fond pour le hands-off. Mais si on revient sur le triptyque BP, il y a préférence patient. Et la préférence patient, le patient, il ne faut pas l'oublier en tant que personne. Parce que le problème de la santé publique, c'est que ça traite le général, mais ça ne traite pas le phénomène. Donc le patient lui-même qui est un être humain avec ses croyances, ses avis, ses envies. Donc moi je suis... Alors il y a une question qui arrive, au fait les gars, est-ce que tu l'as aussi? Ouais, c'est Alexandre qui nous a posé la question parce qu'il y a un petit rajout, c'est au fait les gars, est-ce que vous êtes plutôt hands-off ou hands-on? Donc tu es en train de répondre à la question. Et donc moi, j'aime bien quand même toucher les gens. Je suis plus hands-on. Le hands-off, c'est pas que ça me... Ouais, j'aime bien quand même aussi éduquer les gens parce que j'aime bien former. Mais par contre, je dois t'avouer que quand je me suis tapé 15 heures ou 20 heures de cours dans une semaine, franchement, l'éducation, j'ai moins d'énergie. Donc, je dis souvent aux gens, aux étudiants que j'ai ou aux kinés, qu'en fait, je pense que je suis un être humain comme eux et qu'il y a des moments, j'ai pas l'énergie et qu'il y a des moments, je fais du hands-on un peu de repos cérébral. Parce que faire du hands-off tout le temps, c'est-à-dire être dans une démarche de recherche d'éducation et tout, je ne sais pas si les autres y arrivent, mais moi j'arrive pas à faire ça toute la journée. Donc je suis beaucoup plus hands-on, mais je me soigne. Et toi? Eh ben, moi je vais partager ça, je suis très hands-on, mais tous ces débats actuellement sur le hands-off, ça a extrêmement nourri ma façon de travailler, ma réflexion, parce que du coup, j'essaie d'apprendre à prendre du recul sur ce que je passe comme information aux patients et d'être très attentif à ce que ça peut engendrer en dehors de l'effet. Alors ça fait bientôt 10 ans que je bosse, du coup on a des effets un peu attendus de temps en temps sur des séances qu'on fait. Puis il y a des séances où on s'attend à avoir des effets importants, d'autres où on s'attend à pas trop d'effets, où on sait pas trop, et j'aime bien essayer d'analyser ce que je passe comme info et de voir quelle influence ça peut avoir. Récemment j'avais un stagiaire là, on a parlé devant une patiente de neurosciences de la douleur, et donc j'ai expliqué, et le stagiaire, on a parlé vraiment de douleur, et la patiente a entendu tout ça, et on a volontairement parlé avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Du coup j'ai fait les mêmes séances que d'habitude, elle est revenue mardi, et elle m'a dit, je sais pas ce qu'il y a, mais franchement mon dos ça va vachement mieux. C'est énorme. C'est assez drôle, je ne pourrais jamais savoir si c'est vraiment ça l'effet, si peu importe. Mais en tout cas,
dans le timing, on trouve, il y a quelque chose qui converge, qui est le... Ça me fait penser à une anecdote. Moi, quand j'ai des stagiaires, que je prends des patients, que le stagiaire regarde et que je lui explique ce que je fais, mais mes résultats de séance, c'est un truc de fou. T'as des plus meilleurs résultats. Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que toi, tu te poses plus des questions, donc tu verbalises ce que tu cherches. Ouais. Et aussi parce que le patient, il est là, il voit que tu es un étudiant, il voit que tu es en posture de... D'enseignement. Ouais, voilà, et tu as les effets de contexte qui sont plus hauts. Quoi. C'est ça. Okay. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi qu'il faut... que l'hands-off nous nourrit, mais il ne faut pas quand même oublier. Et ça permet aussi, sur lequel je voulais en rajouter, ça permet aussi de temps en temps de prendre un peu de recul sur nous et de dire, en fait, calme-toi Mathieu, t'es pas si bon que ça, et tu vois que des fois, même sans toucher le patient, il va mieux, et c'est même encore mieux des fois quand tu le touches pas. Oui, c'est ça. Donc, les pieds un peu sur terre, de temps en temps, fait du bien. Oui. Tu vois, moi, je le vois aussi comme ça, tu vois. Ouais. Parce que tu as le sacro-saint de moi j'ai fait ostéo, je sais pas quelle école tu as fait, mais en ostéo, c'est t'as le pouvoir sacré du praticien qui sent bien et qui est super fort, et tu t'améliores avec l'expérience que tu as. Mais on peut très bien être peut-être moins bon techniquement, mais mieux soigner les gens. Ouais, c'est ça. Et puis des fois, peut-être rien faire, c'est mieux. Ouais, tout aussi. simplement. Je crois que c'est Chachkou qui dit ça. Less is more. Ouais. Il me semble. C'est à toi, je crois, peut-être. Alors oui, j'en ai une. Ouais. 3 mots Ouais. du 1 pour définir l'avenir de la kiné. Pour définir l'avenir de la kiné, on va essayer de tenter première intention. Je pense qu'il va vraiment y avoir de grosses révolutions. Et un troisième mot. Je crois que je l'ai pas comme ça. Là. Ouais. Un peu dur quand même. L'avenir de Pas la évident, kiné. hein, comme en ça, général, c'est une vraie question. Ouais. J'ai du mal à imaginer ce que peut devenir. Enfin, je suis pas forcément. Dans 20 ans, la Je suis profession pas toujours kiné. très optimiste en fait. Et du coup, dans Révolution, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont s'effondrer. Et si je fais un petit. Je vais balancer un truc, je vais me faire détester. Pas grave. Je proposerais peut-être qu'il y aura un nombre important de diminution du nombre de kinés en France dans les 20 ans. Vraiment de manière. Je sais pas comment ça peut se passer, comment ça va se passer. Il va peut-être y avoir une scission dans la profession, je sais pas. Mais j'attendrais qu'il y ait beaucoup. Ce qu'on entend par kiné aujourd'hui, il y aurait beaucoup moins de praticiens dans 20 ans. Ouais. C'est un pari, mais voilà. Peut-être que ce qui s'est passé cette semaine pourrait. Peut nourrir un petit peu ça. T'es un peu branché technologie? Oui. Ouais. Pas autant que toi. Peut-être que si. Tu suis un peu les progressions des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Ouais. Ok. Et moi, je me plais à penser que ça nous permettra de prendre des décisions thérapeutiques prochaines meilleures que l'humain. Qu'est-ce que t'en penses? Je reste quand même. Tu sais, il y a moi j'ai la notion de risque d'erreur de l'être humain, je trouve ça vachement bien. Okay. Et du coup, je trouve que quand c'est une machine et que c'est trop parfait, moi ça me va pas. Okay. Du coup, et je pense que nos rapports d'humour, c'est une question philosophique que tu me poses un peu là quand même. Ouais, ça peut être... statistiquement, si l'humain se trompe plus que la machine. Ah, si c'est une grande question. bêtement. Mais le truc, c'est que peut-être que la machine, elle n'arrive pas à capter tout ce qu'est une personne. Ses idées, ses sentiments. Peut-être que lorsque tu es face à une machine, tu vas dire les choses plus différemment. Peut-être que l'être humain capte des signaux non-verbaux que la machine ne peut pas voir, tu vois. Mais après, c'est un terrain un peu glissant, parce que est-ce que vraiment le non-verbal... je sais pas, je suis pas complètement... Moi, je pense que quand même, l'être humain, il faut toujours qu'il reste disponible. Je sais pas s'il y a d'autres champs, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a peut-être des champs où on a voulu remplacer l'être humain par des machines, et en fait, on est revenu un peu en arrière. Même si dans le secteur automobile, il n'y a pas eu des choses comme ça, pour quand même qu'il y ait un libre arbitre et que ça reste quand même... Tu vois, j'ai pas envie d'un Terminator, tu vois. Oui, où, finalement, Skynet prend le contrôle de la planète et les êtres humains finissent des... Enfin bon, bref. Donc, non, moi je suis pas... C'est un progrès d'être aidé, mais j'aimerais bien quand même que le praticien il ait le dernier mot. Je sais qu'à l'hôpital, maintenant, ils font pas des opérations ou des triages qui sont faits par des machines. Il y a des expériences. Après, si le taux d'erreur est moins important, c'est sûr que c'est... Les statistiques, elles sont en faveur de ça. Après, il faut savoir ce qu'on vise. Et puis, moi je me dis toujours, tu as le 99,9% de ne pas se tromper, et le 0,1%, j'utilise toujours cet exemple, c'est une courbe de Gauss. Hein. Donc d'un côté, tu as le mec qui gagne l'auto, et de l'autre côté, tu as le mec qui a vraiment pas de cul, pas de bol, machin, et qui passe entre les... J'ai eu des patients comme ça qui passent entre les
les mailles du filet et ça va arranger tout le monde, mais tu as toujours un mec qui va décéder, quoi. C'est ça. Donc, C'est une question. j'en sais rien. Ok. Tu en as encore? Ouais, l'accès direct. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Alors l'accès direct, je pense que c'est une excellente chose. Je pense que la formation en musculo-squelettique des médecins, elle est très sincèrement insuffisante. Du coup, on a notre carte à jouer là-dessus. En revanche, je pense que notre formation pour l'accès direct est insuffisante. La détection des drapeaux rouges, la détection de tout un tas de problèmes de réorientation. Je suis pas sûr qu'on soit formé pour ça. Je m'interroge beaucoup sur le risque réel de ça. Parce qu'un médecin moins bien formé, est-ce qu'il y a réellement des vraies conséquences pour la santé publique ou pour le patient si on n'est pas très bien formé au triage? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où le patient il va quand même aller tout seul aux urgences est-ce qu'il y a vraiment une grosse conséquence? Donc je suis en train de m'interroger beaucoup là-dessus. En revanche, je pense qu'on doit vraiment augmenter notre niveau de formation par rapport à ça. Et que peut-être actuellement notre profession n'est pas assez mature pour ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, on rattrape pas mal notre retard actuellement. Donc peut-être qu'assez rapidement on pourra avoir ça. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui bossent pour. Après le modèle économique il n'est pas forcément en notre faveur pour ça. Même si certains essaieront de prouver qu'on fait des économies en faisant ça. À voir. Je ne suis pas certain qu'on ait changé grand chose avec l'ostéopathie, le nombre d'ostéopathes qui a explosé. On n'a pas vraiment impacté la santé publique, je crois pas qu'on ait moins de lombalgique depuis les 10 dernières années. Par contre, ça coûte peut-être moins cher à la Sécu. C'est moins remboursé par la Sécu, donc c'est moins cher, mais du coup, est-ce que si on a le droit à la première attention, est-ce que ça peut être pas une solution de faire une première attention payante par le patient? Ouais. Je suis pas sûr que la Sécu soit d'accord avec ça, parce qu'il y a un problème d'accessibilité aux soins, tout le monde ait le droit de se soigner. Donc pour moi, ça reste encore une vraie question. Je suis pas sûr qu'on soit bien mature pour ça. Il y a des gens qui travaillent beaucoup dessus, mais j'aimerais bien savoir si on prend la mesure de toutes les conséquences que ça peut avoir, dans le bien et dans le mal, dans les deux. Mais c'est une réelle bonne question, je pense, à soulever. Il faut y travailler fortement. Je pense qu'il n'y a pas assez de travail de fond dessus. Justement, faire une petite pub pour OMT. Des France organise un congrès, ça doit être en février ou en mars, je crois, à Bordeaux. C'est ça ou Toulouse? Bon, je sais plus. Sur l'accès direct, justement. Okay. Et puis il y a des formations sur l'accès direct en France maintenant. Mais c'est une vraie question. Moi, je me dis, il y a aussi des kinés qui ne veulent pas l'accès direct. Parce que c'est plus de risques, plus d'investissement et du coup. C'est ça, plus d'assurance. C'est clair, c'est sûr. Mais après, Ok, comment tu vois l'évolution de nos champs de compétences en termes de prise en charge par la Sécu à l'avenir? Par la Sécu? Ouais. Je pense que la Sécu va se désengager progressivement parce que ça coûte cher. Je pense que la Sécu va chercher à faire des économies comme dans tous les champs, bien évidemment. Ce qui est à mon sens pas si mal que ça. Si ça se fait... faut pas que ça se fasse au détriment du patient. Maintenant, si ça se fait et que ça force les gens à s'interroger, à se former et du coup éventuellement à s'améliorer, dans un sens c'est pas si mal que ça. Je veux pas créer de polémique entre les façons de travailler, mais je pense que tout le monde sera assez d'accord qu'il y a plusieurs façons de travailler, prendre en charge un patient. Moi je milite pour les soins individuels, pour les prises en charge personnalisées, et du coup si la sécurité sociale tape du poing sur la table et essaie de comment dirais-je, de réduire un petit peu tu vois, moi je ne serais pas contre le retour par exemple des quotas à titre personnel. Okay. Parce que je pense que ce serait un moyen d'économiser et ce serait un moyen d'améliorer. Mais après, tu as toujours ceux qui vont dire il y aura toujours ceux qui seront obligés de travailler, qui sont tout seuls dans leur petite campagne, qui a personne et qui sont obligés de prendre les gens parce que sinon les gens ne sont pas pris en charge. Donc c'est un sujet compliqué, délicat. J'ai oublié ta question. Comment tu vois l'évolution de nos champs de compétences par rapport à ça en fait? Moi je crois à l'accès direct, je crois à l'évolution de compétences. Par contre, je me dis, je pense à faire comme au Canada, où on va avoir deux types de physiothérapeutes. Okay. Je pense qu'il va y avoir des physiothérapeutes qui seront formés au triage et qui pourront prendre les gens pour soulager les médecins et pour diminuer le coût des soins. Et je pense qu'il y aura des gens qui resteront praticiens, qui pratiqueront les techniques et éventuellement qui seront supervisés par les physios. Okay. Je pense que ce serait cool parce qu'il y a une partie des gens, ce qui leur botte, c'est le triage.
le diagnostic, et il y a une partie des gens, ce qui leur botte aussi, c'est de toucher les gens, c'est de les manipuler, c'est éventuellement de les installer sur des appareils, les superviser au niveau exercice. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Après, comment faire monter ce truc-là ? On est à un moment donné, je pense, de notre histoire en tant que kiné où on ne sait pas trop ce qu'on sera dans 15-20 ans. Ok. Et ça rejoint ma deuxième question. Est-ce que tu as le sentiment que l'évolution de notre profession, elle viendra des institutions, qu'elles soient ordinales, syndicales, ministérielles ? Encore une fois, moi je ne crois pas trop aux syndicats à titre personnel. Ok. Je trouve que... Bref, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Ordinal, moi j'ai toujours été un défenseur de l'ordre sur le principe, sur la forme. Je ne parle pas des gens parce qu'il y a des individualités. Je sais c'est comme dans tout, je pense qu'il y a des gens investis, d'autres qui le sont moins. Et notamment au niveau local, il y en a qui se planquent, c'est clair. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui pousse. Je pense que l'ordre des kinés a plein d'idées. Ils militent pour l'universitarisation, c'est quand même l'ordre des kinés. Pour moi, c'est quand même un gros progrès, l'accès à l'université. La création d'une discipline de kinésithérapie, c'est le truc suivant. Et c'est l'ordre qui pousse à faire ça. Je pense que l'ordre des kinés, c'est vraiment intéressant. Après, les institutions, l'institution, pour moi, ils font de la comptabilité, quoi. Donc, tu as le bénéfice-risque et puis tu as le coût au milieu. Et peut-être qu'ils s'en foutent un petit peu des questions un peu de philosophie et puis de ce que représenteraient les kinés et comment ils pourraient se sentir bien, à mon avis. Donc, je pense que ça viendra plutôt de l'ordre ou éventuellement des syndicats. Mais encore une fois, je ne suis pas très... peut-être que je n'ai pas trouvé le bon syndicat qui me correspond aussi. Mais... Donc plutôt l'ordre, moi je suis assez pour par contre. Alors on peut critiquer plein de choses sur l'ordre, mais quand même c'est une instance qui nous représente et qui essaie de pousser aller dans le bon sens pour moi, à mon sens. Ok. Il doit t'en rester une ? Non, après j'ai les souvenirs. Ah ok. T'y es ou pas toi ? Ça c'est les questions d'Alexandre ? Non, c'était les miennes. Ah c'était toi ? Ok. Et du coup, je te la pose du coup ? Ou t'as encore d'autres ? Vas-y, c'est bon. Alors la question c'est souvenir. Une bêtise, une erreur commise avec un patient. Okay. Que ce soit pendant tes études ou après. Une bêtise ou une erreur commise ? Ouais, j'en ai une. En fait, j'ai un patient qui est venu, je crois que ça devait être un fin août, quelque chose comme ça. Triathlète, qui vient pour une entorse de cheville. Et puis, il arrive à sa première séance, et puis clairement, il a zéro symptôme. Ouais. Zéro problème. Il s'est fait une entorse, c'est vrai. Je sais plus combien de temps avant. Zéro symptôme, zéro douleur, etc. Puis j'essaie de discuter un peu avec lui. Et puis je juge un peu que c'est un peu excessif comme consultation, mais c'est un mec qui est bien posé dans sa vie professionnelle, qui a un travail qui bosse pas mal, et puis qui aime bien driver des gens. Et du coup, je le laisse un peu faire là-dessus. Puis on fait une ou deux séances, quelque chose comme ça. Puis la troisième séance, il arrive en retard. Il prévient pas. Puis il n'a pas grand-chose. Ouais. Je lui dis comment ça va, il dit ouais, je sais pas si c'est bien, mais il n'a pas de symptômes. Ouais. Vous avez mal, ça vous gêne? Non, mais je sais pas, je le sens pas. Et puis comme ça, pendant 7-8 séances, puis avec 2-3 fois où il arrive vraiment en retard, puis un jour je pète un plomb, je lui dis écoutez, vous avez déjà loupé la séance la dernière fois, vous êtes arrivé 3 fois en retard, franchement, je le dis pas, mais votre cheville elle a rien, mais je lui ai pas dit. Et ça prend des proportions assez énormes, et lui assez procédurier, il trouve pas ça normal mon comportement. Je me suis vraiment énervé, j'ai fait une lettre, tu vois, après avoir la suite avec l'ordre, etc. Et puis il vient quand même une séance. Et puis là, je sais pas, je m'énerve un peu et je lui dis mais franchement, qu'est-ce que vous attendez de la rééducation? Il dit moi je veux juste savoir si je risque ou pas de me refaire une entorse. Oh putain. Et du coup l'histoire ça a duré 2 mois, un truc comme ça. Et en fait sa seule crainte c'était de savoir s'il risquait d'avoir des séquelles de son entorse avant. D'accord. Et il avait effectivement plus mal, il avait effectivement tout récupéré. La question sur les objectifs du patient. Il avait exactement, il avait qu'un seul objectif. Ça a pris des proportions énormes. Je lui ai dit, mais écoutez, je vous présente vraiment toutes mes excuses. Je me suis vraiment énervé. Je trouve que effectivement vous arrivez en retard, etc. Mais j'ai jamais compris que votre plainte c'était ça. Et du coup, c'est moitié de la honte, moitié de choses comme ça. Et en fait, sportivement, on se croise assez régulièrement. Du coup, on s'entend très bien. On se dit bonjour avec le grand sourire et sans aucun. Ni lui ni moi tenons rigueur de tout ça. Et ça n'a même pas été conflictuel. Au final, ça n'a jamais été conflictuel à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, et du coup c'était une belle bêtise erreur tu vois, de débutant. Enfin de débutant. Bah oui. C'était il y a pas longtemps. Qui peut arriver même, voilà. Ça devait être il y a 3 ans. Donc tu vois, j'ai 6 ans de recul. Et toi? Alors moi j'en ai fait des conneries. Oh là là. En tant qu'étudiant, j'ai à la fois de la chance et pas de bol. Alors la plus grosse connerie, alors c'est à la fois. C'est quand même un peu triste.
Mais ça m'a vraiment, ça m'a vraiment fait vachement de bien. Vachement de bien à titre personnel. Moi, j'ai une patiente qui est décédée pendant ma séance. Et ouais, pas mal, faut le faire. Et en fait, c'était. Donc, quand j'en parle, je rigole un peu, mais à l'époque, je faisais pas le fier. J'ai été appelé à domicile. En fait, mon collègue voyait une patiente à domicile qui était une mamie de 95 ans, et il m'appelle et il me dit: ouais, tu veux pas venir la voir, elle a des soucis respiratoires et tout, aujourd'hui, alors qu'elle avait pas de soucis. J'arrive, l'aspirateur à sécrétion et tout, j'avais 1 an de diplôme. J'arrive, ça graillonne et tout, donc je me dis, bon, on va la faire souffler un petit peu, la dame. Et sa fille était là pendant la séance, ta fille 70, un truc comme ça. Je commence à inspirer, donc j'ai la main dessus et tout. Au bout d'un moment donné, je sens que ça commence à s'emballer, tu vois. Donc je me calme, je dis, ouais, on respire tranquille, je pose la main, et là elle fait. Et c'est fini. La fille au pied qui fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je dis, appelez les secours, machin, shake, plume, mettre, je sais pas quoi. Ce qui m'a un peu sauvé la vie, plus ou moins, c'est que l'infirmière arrive et dit à la fille, je vous ai dit qu'elle passerait pas la journée, votre maman. Et je me barre. Donc j'arrive dans ma voiture, forcément, moi j'étais vraiment pas bien. Tu t'es barré après l'arrivée des secours? Ah bah non, j'avais que l'été, tu vois. Ouais, je m'en vais et tout. Okay. J'arrive au cabinet, j'en ai pleuré et tout. Et là, j'arrive et je dis, putain, je suis parti sans rien. Ok. Depuis toi, je retourne à la maison. J'arrive, la famille et tout. Putain, je savais pas où me mettre. Et la fille qui vient me voir et qui me dit vraiment merci pour ce que vous avez fait pour ma maman. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, je l'ai essoufflé et tout, je l'ai un peu accéléré, tu vois. Et du coup, c'est une expérience bêtise, évidemment, parce que j'aurais dû voir qu'elle était en train de décompenser. Erreur, évidemment, mais ça m'arrive souvent de le raconter en formation pour dire qu'il y a des choses dures dans la vie et parfois il faut savoir se détacher des choses parce qu'on en fait des conneries. Mais après, j'en ai fait plein d'autres, moins graves, donc on ne peut pas dire que je l'ai tué. Non. Mais on peut pas dire que je l'ai non plus aidé. J'aurais peut-être dû laisser tranquille, tout simplement. Oui, tu pourras jamais savoir. Mais voilà. Ouais, ça donne des leçons. Et donc, du coup, à l'inverse, un coup, t'as été super bon. Après, j'ai bien géré. Ouais, j'en ai une, mais c'est pas vraiment moi, mais c'est la façon dont la patiente a perçu. J'ai une patiente qui arrive un jour en consulte ostéo avec un lumbago, mais. Enfin, carabine, elle est arrivée quasi à 90 degrés, vraiment penchée en avant, ça n'est pas impossible de se redresser, etc. Et puis elle arrive là dans cette pièce-là, et puis donc, un petit interrogatoire rapide. Et je savais pas trop par où commencer, c'était au tout début où je faisais de l'ostéo. Et puis la patiente, je lui dis, bon écoutez, vous n'arrivez pas à vous redresser, donc ce que je vais faire, je vais vous demander de vous pencher en avant. Elle était debout, hein, habillée, elle avait juste enlevé ses chaussures, je crois. Elle se penche en avant, ça claque. Et elle fait « Waouh, vous m'avez sauvé !» Et là, elle se redresse et plus rien du tout. 2 minutes, même pas de séance, tu vois. J'ai rien fait du tout. J'ai juste demandé de se pencher en avant en réfléchissant, en disant comment je vais aborder le truc. Et effectivement, elle s'est redressée et plus rien du tout. Alors, je peux pas dire que j'étais bon, mais en tout cas, pour elle m'a envoyé 15 000 personnes en ostéo. C'est la seule personne à qui j'ai vraiment essayé de rien faire au final. Donc, miraculeux. Et vraiment, avec le petit claquement tu vois, pour le côté psy qui va bien. Et du coup, effectivement, elle s'est redressée devant moi alors qu'elle était rentrée en ne pouvant pas se redresser. Donc je pense que c'était l'histoire naturelle de la maladie. Mais pour elle, c'était vraiment. Elle a vraiment considéré que j'avais fait quelque chose, alors que pour n'importe quel patient, tu lui demandes de pencher en avant, il dit bon, le mec il prend ses mesures, quoi, mais après il n'a pas commencé le traitement. Et donc, du coup, effectivement, et elle m'a envoyé plein de gens de sa famille, très sympa. Donc voilà, je sais pas si j'ai été bon, mais en tout cas, c'était excessivement drôle dans la perception d'un patient de penser que j'avais été le meilleur, alors que c'est peut-être le fois où j'ai rien fait, quoi. Tu m'étonnes. Et bah du coup moi. Ouais, c'est parti. Je me souviens d'une fois particulière où je pense que j'ai pas été trop mauvais parce que j'ai une dame qui vient me voir, qui courait beaucoup. Et c'était limite à avoir mal un petit peu au genou en courant. Elle avait passé une radio, elle avait vu, enfin une IRM, elle avait vu cartilage patellaire fissuré en deux. Donc le médecin lui dit bon bah on arrête la course. Elle va voir un spécialiste, le mec lui fait 50 ans. Bah écoutez, faut s'arrêter de courir. Vous pourrez plus recourir de toute façon. Et si vous vous arrêtez pas, ce sera la prothèse. Et donc elle traîne 2-3 mois. Et moi je la vois, elle vient me voir, elle avait été conseillée. Et du coup elle m'explique sa situation. Et moi je lui ai dit, vous savez quoi ? Je vous fais rien du tout, vous allez courir ce soir. Et elle m'a dit comment ça je vais aller courir. Et je lui ai dit vous savez, on se fie jamais à l'imagerie. Donc aujourd'hui moi je prends le pari de ne pas vous toucher.
J'avais vu qu'il y avait vraiment un côté psychosocial, vraiment un impact lourd. Et quand je lui ai dit vous pouvez aller courir, j'ai senti qu'il y a eu genre, t'as l'impression que je lui avais enlevé une tonne, tu vois. Elle a dit ok. Et je lui ai dit je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Elle part, elle revient, plus de douleur. Parfait. Et elle m'a dit ah vous êtes incroyable et tout. J'ai dit mais en fait je vous ai rien fait. Et là je me suis dit t'as été bon parce que le danger ça aurait été, enfin le danger pour elle avec tous les drapeaux jaunes qu'elle avait et tout. Je me suis dit si tu la, enfin à l'époque je me suis dit si tu la touches tu vas créer des croyances et je me suis senti, enfin je pense que j'étais suffisamment fort pour pas la toucher avec son cadre et son contexte et pour dire bah non allez-y je vous donne l'autorisation, il n'y a pas de souci, allez-y. Et donc voilà. Je pense que j'étais pas trop mal. Bien joué. Ouais, t'aurais pu imaginer prendre. Ouais, au moins les patouiller du genou et tout. Puis au final, t'étais foutu. Non. Après, elle serait revenue avec une douleur. Je pense que j'aurais touché, mais j'ai décidé de ne pas la toucher. Donc je te dis que c'est marrant. Je te dis, je suis pas très hands-off et je te donne un seul. Le bon exemple, c'est quand on touche pas les passeurs. Là où on était le meilleur, c'est quand on les a pas touchés. Exactement. Ok, super. Et ben, c'était vraiment très agréable. Fini ta santé. Dernière. Ceux qui ont écouté jusqu'au bout, c'était vraiment. En espérant que ça allait bien marcher. Ouais, super sympa. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Ouais, c'était cool, c'était intéressant. Merci Alex. Merci Alexandre et merci Cyril aussi d'avoir séparé les questions. Exactement. Avant de partir bosser. Merci à tous. Et puis, si jamais cette vidéo est publiée avant la fin de l'année, une bonne fête à tous, une bonne année. Une bonne fête à vous. Un peu quand même de l'optimisme. Enfin, moi, je suis quand même assez optimiste pour la profession. Ouais, aussi. Ce qu'on a pu dire. Et puis, Et blogdukiné.fr ou GMK.com. formation. Voilà, c'est ça. Ça marche. Ça marche. Salut. Salut.